Et à 8h19 à Paris, c'est l'invité politique du matin sur RFI, Frédéric Rivière. À votre micro, David Cormand, député européen, Europe Écologie Les Verts. Bonjour David Cormand. Bonjour Frédéric Rivière. La Commission européenne veut lutter plus efficacement contre la pédopornographie sur Internet. C'est un objectif évidemment qui fera l'unanimité. En revanche, les moyens mis en œuvre suscitent d'ores et déjà beaucoup d'inquiétudes puisque cela supposerait que les messageries des utilisateurs de smartphones notamment soient systématiquement scannées pour traquer les pédocriminels. Cela signifie donc que la confidentialité des échanges que nous avons sur ces réseaux ne serait plus assurée. Est-ce que, au nom de cette lutte, encore une fois, qui fait l'unanimité, on peut accepter cette perte de liberté d'une certaine manière ? Ça, c'est des sujets qui sont éminemment politiques, philosophiques et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours la tension qu'il y a entre la sécurité et les libertés. C'est à quel niveau, à quel point acceptons-nous de nous délester de nos droits fondamentaux, à savoir notre vie privée, au nom de la sécurité. Là, ce qui est demandé aux opérateurs, c'est de scanner l'ensemble des messages que nous échangeons sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc., pour pouvoir faire jouer dessus des intelligences artificielles pour isoler, repérer des photos pédopornographiques. Évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec le fait de lutter contre les contenus pédopornographiques, tout le business qu'il y a autour, évidemment, les souffrances que cela entraîne. La question, c'est qu'on crée un précédent où la data, la donnée de ces données personnelles seront quelque part avec une technologie qui peut aller chercher dedans des photos pédopornographiques, mais aussi d'autres choses, des mots-clés, nos convictions politiques. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est comment on définit un juste équilibre entre le droit à notre vie privée et la sécurité. On a tendance de... Ça n'est pas le seul sujet sur lequel ce débat est posé, au fond. Ah, mais c'est sûr, c'est en permanence. Mais... C'est la question de la vidéosurveillance, c'est la question de... etc. Enfin, et surtout avec un nouveau phénomène que sont la numérisation de nos vies. On est en permanence en train de donner des informations sur nous-mêmes. Et ça porte un nom, c'est la dérive qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la nouvelle économie autour du numérique fait que cela met à la disposition des États ou de grands groupes privés la possibilité technologique d'aller voir dans nos vies privées. Et donc, en tant qu'entité politique, en tant qu'entité publique, l'Union européenne, qui est la zone du monde la plus avancée sur... elle devrait l'être plus encore, sur la protection des données, sur la régulation de ces grands groupes, etc., on doit faire attention à ça. Vous savez, il y a une formule souvent, on dit, mais c'est pas grave qu'on nous surveille, parce que quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est jamais vous qui décidez si vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est l'autorité qui le décide. Et donc, en tant que citoyen et citoyenne, on doit être vigilant à ce que les moyens mis à disposition pour assurer notre sécurité n'aillent pas trop loin dans la privation de nos droits fondamentaux. À propos de l'Union européenne, toujours dans le discours qu'il a prononcé lundi à Strasbourg, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une convention européenne pour réformer les traités donc, et bâtir une nouvelle Europe plus souveraine, plus solidaire. C'est une ambition que vous partagez. Vous pourriez soutenir le président de la République dans cette ambition ? Europe Écologie Les Verts sont depuis l'origine un parti, dans notre pays, sans doute le parti le plus fédéraliste. Ça veut dire quoi un parti fédéraliste ? C'est-à-dire que nous souhaitons que l'Union européenne soit plus démocratique et donc qu'elle soit plus souveraine au sens où le Parlement européen, qui est la seule où il y a les députés européens, dont votre serviteur, nous sommes les seules personnes qui sommes directement élues par le peuple européen pour mener des politiques européennes. Sauf qu'aujourd'hui, quand nous votons des choses, c'est entravé par le Conseil, c'est-à-dire les États-nations, etc., etc. Et donc tout ce qui va dans le sens d'une Europe plus démocratique, plus fédérale, où le Parlement européen a plus de pouvoir, va dans le bon sens. Par ailleurs, nous sommes aussi entravés par ce qu'on appelle des traités qui ont des arrière-pensées, même pas que des arrière-pensées, qui ont des orientations politiques sur des questions d'austérité, de limiter les services publics, l'investissement public, etc. Il faut qu'on arrive à s'en délester, parce que c'est intéressant, s'en délester, ou comme le dit Jean-Luc Mélenchon, et comme finalement vous l'avez accepté dans l'accord de formation de cette nouvelle union de la gauche, là. Alors je demande à tout le monde, vous dites NUP ou NUPES, vous d'ailleurs ? Mais j'en sais rien. Bon, NUPES, il faudra trancher cette affaire. Je préfère NUP, parce que NUPES, ça fait un peu bizarre. Toujours est-il que donc il s'agit dans cette union de la gauche de désobéir aux traités européens. Vous y êtes favorable ou c'est quand même contraire à votre esprit européen ? Alors, non, la question de désobéissance civile,
c'est dans l'ADN des Oui, Verts. mais là, on parle de désobéissance au traité européen. C'est pour ça que derrière ce mot désobéissance, on peut avoir des compréhensions différentes. Dans l'esprit qu'était, je parle au passé, de la France insoumise, c'était désobéir au traité. Mais ça pose un problème. C'est que si tout le monde fait la même chose, vous avez une désagrégation de l'Union européenne. Donc ce sur quoi nous avons fait synthèse, c'est utiliser la question de la désobéissance, mais dans le respect de l'état de droit. Ça veut dire quoi? Ça change tout, cet ajout-là. Dans le respect de l'état de droit, ça veut dire que vous acceptez la hiérarchie des lois. Et ça veut dire donc que vous respectez les décisions de la Cour de justice européenne. Et donc ça veut dire que vous désobéissez dans un cadre qui est défini, qui est le respect de l'état de droit, à la différence, par exemple, de la Hongrie, qui, elle, remet en question le concept même d'état de droit. Donc c'est ça la synthèse dynamique autour de laquelle nous nous sommes retrouvés. Dans ce même discours à Strasbourg, Emmanuel Macron a lancé l'idée de créer une communauté politique européenne, qui est d'ailleurs plus ou moins une reprise d'une idée de François Mitterrand le 31 décembre 89, c'est pas tout jeune, mais qui serait une espèce d'antichambre, de cellule de semi-appartenance à l'Union européenne. Est-ce que ça vous paraît une idée intéressante? C'est un vieux débat. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut que tous les pays qui auraient vocation à rentrer dans l'Union européenne doivent y rentrer, mais là, vous avez un élargissement, et c'est l'un des problèmes qu'on a. C'est qu'en fait, qu'on a fait l'élargissement avant l'intégration. C'est-à-dire qu'on a rajouté des pays sans avoir finalisé ou avancé sur la forme institutionnelle et démocratique de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas en désaccord avec cette idée, à condition que ça soit pour renforcer l'intégration européenne, donc faire le saut fédéraliste dont j'ai parlé, et que, à côté, les pays avec lesquels nous avons des liens historiques, géographiques, de proximité et économiques, fassent partie d'une entité avec lesquelles on a une coopération renforcée. C'est ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aurait pu faire avec l'Ukraine, et sous réserve que M. Poutine ne soit plus au pouvoir, c'est ce qu'on pourrait imaginer à terme avec la Russie, puisqu'on l'a bien vu. Nous avons des liens extrêmement forts, de fait, avec la Russie, puisque quand ils arrêtent de nous livrer du gaz, on ne sait plus quoi faire. Donc en fait, de fait, ils font partie de notre écosystème économique et donc de notre écosystème politique. Donc réfléchir avec les pays qui nous entourent, mais on pourrait penser aussi à la Turquie, etc., d'avoir un lien qui soit pas une entrée dans l'Union européenne, ça me paraît pas idiot comme idée. David Cormand, si la nouvelle union de la gauche, donc la NUP, obtenait la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que le burkini serait autorisé dans toutes les piscines de France? Mais c'est la question du burkini dans les piscines, elle est réglée notamment par la loi de 1905. L'Assemblée nationale n'a rien à voter de plus ni de moins. La position des Verts sur ce sujet, elle est très simple. C'est la loi de 1905, toute la loi de 1905. Rien que la loi de 1905. Vous faites allusion à ce qui se passe à Grenoble. Oui. Qu'est-ce qui va être voté? L'Europe Écologie Les Verts, le maire Éric Piolle. Qu'est-ce qui va être voté lundi en conseil municipal, si le conseil municipal le vote? C'est un règlement intérieur sur la manière dont on peut se rendre dans les piscines municipales. Qu'est-ce qu'il dit? Il normalise, il banalise, j'ai envie de dire, les règles de façon pour tout le monde, que ça soit pour donc un homme pourra se baigner tout habillé aussi, alors? Il n'y aura plus cette injonction sanitaire, où on dit même pas de short de bain, mais slip de bain. Oui, mais... mais un homme pourra se baigner tout habillé. J'imagine qu'il pourra se baigner avec un vêtement qui couvre autant que le burkini, à condition qu'il ne l'ait pas porté avant. Pourquoi on empêche le short de bain? Parce que la plupart du gens, les gars, ils ont fait du foot avec avant et ils se pointent dans la piscine avec. C'est ça qui n'est pas hygiénique. Si c'est une tenue qui est réservée à l'usage de la piscine, mais il ne faut pas se cacher. Derrière, on voit bien que derrière cette question-là, il y a d'autres tensions qui sont en jeu. Et moi, je remercie Éric Piolle d'avoir essayé de banaliser ce sujet. Merci David Cormand, bonne journée.